Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel étrange voyage. Aujourd'hui, je vous le dis, rien de sanglant, pas de scène gore, pas de cadavres, pas d'abus sordides. Non, ce qui nous attend est bien différent. Je vous invite à plonger dans un véritable rabbit hole, un terrier de lapin si profond, si dense, si vertigineux qu'il sera impossible d'en ressortir sans une myriade de questionnements. À travers ces arcanes, nous allons franchir une porte, la porte d'un mystère dont la clé se trouve dans un ouvrage singulier, énigmatique, presque inquiétant, nommé Le livre de Sojoana. Alors, accrochez-vous bien, le voyage commence maintenant. Bon voyage. Toute notre histoire commence à une date bien précise, le 19 avril 2019 sur le réseau social Reddit, dans un subreddit nommé What is this thing? Ou qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est là qu'un utilisateur nommé Sen Junkie Einstein met en ligne un message des plus singuliers. J'ai acheté un vieux livre de voyage rempli de symboles, de codes et de coordonnées. C'est quoi ce truc? Suite à son questionnement, et durant la même année, il reçoit quelques réponses de la part d'autres utilisateurs tout aussi intrigués que lui. À première vue, les coordonnées sur la couverture semblent correspondre à une portion du sud des États-Unis, allant de la Géorgie à la Caroline du Nord. Par exemple, 3324 Nord, 8206 Ouest se trouve dans la banlieue sud-ouest d'Augusta, en Géorgie. Le texte est probablement un simple chiffre par substitution, mais il faudrait que je fasse une analyse de fréquence pour tenter de le décrypter. Et il y en a un autre à la page 515. Le vrai mystère, ce sont tous ces symboles. Cœur, flèche, pyramide, cercle étrange avec des lignes, une étoile, un œil, une main. As-tu inspecté minutieusement toutes les pages du livre pour voir s'il n'y avait pas d'autres écritures? Tant de questions, pour l'heure, si peu de réponses à venir. Le lendemain, soit le 20 avril 2019, il ouvre une discussion sur le serveur Reddit RBI, serveur spécialisé dans la recherche et les enquêtes en ligne. Et il donnera un peu plus de détails quant à sa découverte. J'ai acheté ce vieux livre chez Art, Funk and Junk à Fort Mill, en Caroline du Sud, plus tôt cette semaine. Je cherche surtout à comprendre la nature des symboles, ce que les emplacements des coordonnées pourraient signifier. Et si jamais tu arrives à trouver la solution, ça sera encore mieux. Plus je l'examine, moins je comprends. J'ai parcouru tout le livre, page par page, et je pense avoir repéré toutes celles qui ont été annotées. Mais de quoi parlent toutes ces personnes ? Tous ces utilisateurs se retrouvent autour d'un livre intrigant découvert par Sen Junkie Einstein. Un livre dont le contenu a aujourd'hui disparu de Reddit, mais qui refait surface intégralement préservé sur une simple page Imgur. Son titre, Autour du monde en 2000 photos. Un ouvrage écrit dans les années 50 par Runyon A. Milton et Vilma F. Bergan, publié à l'origine comme un banal livre de voyage. La version possédée par Sen Junkie Einstein est une réédition plus récente que l'original, mais fidèle en tout point dans son contenu. Un livre somme toute ordinaire. 750 pages d'images, de paysages, de monuments, de fragments du monde figés en noir et blanc, rien de plus en apparence. Et je dis bien en apparence. Car entre ces pages, disséminées comme des fragments d'un puzzle, se cachent d'étranges annotations. Au total, c'est environ 70 pages qui sont griffonnées d'éléments troublants. On y retrouve des croquis énigmatiques, des blocs de texte codés, des coordonnées pointant vers des lieux inhabituels, des mots ou termes entourés avec insistance, des passages en anglais, mais également en langue cherokee, des dessins aux significations obscures et surtout une série de mots-clés menant à d'autres mots-clés, eux-mêmes menant à de nouvelles coordonnées. Ce qui n'était à la base qu'un simple livre de voyage se transforme alors en un véritable labyrinthe d'indices. Et lorsqu'il est question de mystères et d'énigmes sur Internet, une chose est sûre, une communauté finit toujours par se former. Des esprits se rassemblent, des idées s'entremêlent et la réflexion collective s'organise. Le 9 juin 2019, l'intrigue devient si intense qu'un subreddit entier voit le jour, dédié spécifiquement à cette énigme grandissante. Son nom, Sojoana Book. Et pourquoi un tel nom, Sojoana ? La réponse se trouve dès l'ouverture du livre. Sur la page de garde, un décor étrange nous attend. En haut, une suite de coordonnées énigmatiques, en bas, une devinette intrigante, et au centre, un dessin, un carré traversé d'une croix en X, duquel partent deux flèches dirigées vers la droite. Juste au-dessus, deux mots, So
et Johanna. Et c'est à partir de ces mots que la communauté a choisi de donner un nom à ce mystère grandissant, le So Johanna Book ou le livre de So Johanna en français. Mais est-ce que ce mystère ne pourrait pas être qu'un simple ARG? Un ARG, si cela vous est inconnu, sachez que c'est un jeu de pistes en ligne. J'ai fait par ailleurs autrefois énormément de vidéos sur ces sujets. C'est en gros un labyrinthe d'énigmes et d'indices qui, mis bout à bout, finissent par reconstituer une histoire éclatée. Pas à pas, le joueur suit une piste, remonte un fil et au terme du voyage, découvre le récit caché derrière l'ensemble. Ici nous sommes ailleurs. Le livre de So Johanna n'a rien à voir avec un ARG. Il se rapproche bien davantage de mystères insolubles comme par exemple le manuscrit de Voynich, cet ouvrage médiéval dont personne ne comprend encore le sens, ou encore le Cicada 3301, cette série d'énigmes en ligne et dans la réalité qui sont si complexes que leur finalité reste à ce jour plus ou moins inconnue, surtout inconnue. Et au passage, si vous voulez vous plonger dans l'histoire fascinante de Cicada 3301, je vais lui faire de la petite pub, mais allez voir, la vidéo d'Obscuria sur ce sujet, c'est un véritable bijou à écouter. Le livre de So Johanna, quant à lui, n'offre aucune trame narrative. Mais il n'y a pas de récit caché derrière les indices, pas de cheminement menant à une conclusion. En tout cas, pas encore. Nous sommes là face à une suite d'énigmes et de symboles éparpillés comme les pièces d'un puzzle qu'il nous faut rassembler pour en obtenir un ensemble cohérent. Ajoutons à cela que la personne qui a découvert le livre, ce fameux Sen Junkienstein, s'implique lui-même profondément dans les recherches. Il doute, il questionne, il explore au même titre que n'importe quel membre de la communauté. Et si tout cela n'était réellement qu'un ARG, dont il serait lui-même l'auteur, alors il faudrait lui tirer notre chapeau, car voilà déjà plus de 6 ans qu'il tiendrait lui-même son propre mystère, ce qui serait pour le moins inhabituel pour un créateur de tels jeux en ligne, qui en général s'efface par rapport à son jeu. Nous sommes donc ici face à l'une des énigmes les plus déroutantes, les plus captivantes qu'il m'ait été donné de rencontrer jusqu'à ce jour. Et pour en apercevoir toute la richesse, toute la splendeur, il nous faut plonger ensemble dans ses arcanes. Mais avant d'explorer toute sa complexité, revenons à son origine, au commencement de tout. S'il est une chose certaine lorsqu'on se plonge dans le livre de So Johanna, c'est qu'il est très facile de s'y perdre. Et qui que ce soit qui soit derrière ce projet est soit un fou, soit un génie. Il faut se le dire. Mais pourquoi? Eh bien, si le livre de So Johanna fascine autant, c'est entre autres, et en grande partie, en raison de la complexité incroyable de son contenu. Et quand je vous dis complexe, accrochez-vous à ce mot-là. Vous allez voir que je ne vous mens pas. Car les énigmes qu'il recèle ne sont pas de simples jeux d'esprit. Elles démontrent une érudition étonnante, comme si leur auteur possédait des connaissances vastes et précises dans de nombreux domaines. Par exemple, on y retrouve 2 langues qui y sont utilisées, entre autres l'anglais et le cherokee. On retrouve aussi plusieurs types de codes, révélant ainsi une solide maîtrise de la cryptographie. Des énigmes mobilisent des savoirs en géographie et en histoire. Et plus troublant encore, d'autres références touchent à l'occulte et à la franc-maçonnerie. Au total, ce sont donc environ 70 énigmes qui ont été identifiées dans le livre. Et vous comprendrez à la fin de cette vidéo que ces énigmes ne sont que la surface de ce rabbit hole. La plupart d'entre elles pointent vers des lieux précis, soigneusement répertoriés sur une carte virtuelle réalisée grâce à Google Earth. On y dénombre aujourd'hui pas moins de 187 points géographiques distincts, tous situés dans une même zone, couvrant le Tennessee, la Géorgie, ainsi que les 2 Carolines, nord et sud. Bien entendu, l'ensemble de ces États est situé aux États-Unis. Un détail intrigue tout particulièrement. Le centre de cet ensemble coïncide presque exactement avec l'endroit où, selon Sen Junkienstein, il aurait lui-même acquis le livre. Cet endroit, c'est une boutique de seconde main au nom évocateur Art, Funk and Junk, située à Fort Mill, en Caroline du Sud. Une échoppe hétéroclite remplie d'objets insolites, dont de vieux livres. Pour commencer à démêler ce mystère, un enquêteur issu de Reddit et Discord, connu sous le pseudonyme de Spotlight25, décide un jour de contacter directement la boutique pour tirer les choses au clair. Il leur demande ainsi s'ils connaissent l'existence des énigmes nommées désormais sous le nom de So Johanna, dissimulées dans une des copies de Around the World in 2000 Picture, laquelle aurait été achetée chez eux. Et la réponse du propriétaire de la boutique est pour le moins déconcertante. J'ai contacté la boutique mentionnée dans le post original à propos du livre So Johanna. Ils ont affirmé que le livre n'avait jamais été dans leur magasin, mais qu'il avait reçu une lettre anonyme avant la première publication de So Johanna contenant des photocopies du livre. Dans cet échange entre Spotlight 25 et le propriétaire de la boutique, ce dernier apporte un peu plus de précision. J'ai
reçu un courrier anonyme avant que tout cela ne sorte en ligne. Je pensais qu'il s'agissait d'un hoax ou quelque chose du genre. Puis, il parlera du lien supposé entre sa boutique et Sojoana. J'ai lu les infos en ligne à propos du livre provenant de la boutique. Il n'a pas été acheté ici. Je pense que l'on a été choisi car nous ne sommes pas souvent ouverts. Le propriétaire de la boutique partage alors le contenu de la mystérieuse lettre qu'il a reçue. Et l'ensemble, il faut l'avouer, est pour le moins troublant. D'abord, on peut observer le timbre collé sur l'enveloppe. Ce dernier est placé à l'envers. Or, à l'époque où l'on communiquait encore par courrier, en Amérique du Nord, ce geste signifiait « je t'aime » ou « je pense à toi ». Une intention qui confère ainsi au message une dimension intime, presque personnelle, entre l'expéditeur et le destinataire. Ensuite, on retrouve l'adresse de la boutique figurant sur la lettre. Art & Funk, 225 Main Street, Fort Mills, NC 29715. Mais on y retrouve deux erreurs flagrantes. D'abord, le nom de la ville. On y lit Fort Mills avec un S à la fin, alors que le véritable nom de la ville est Fort Mill, sans S. Ensuite, l'abréviation de l'État. La lettre mentionne NC pour North Carolina ou Caroline du Nord, alors que la boutique se trouve en Caroline du Sud, soit SC. Pour South Carolina. Et pourtant, malgré ces imprécisions, le courrier est bel et bien parvenu à destination, sans doute grâce au code postal, correct quant à lui, ainsi qu'au nom de la boutique et au numéro de rue. À l'intérieur de l'enveloppe, on retrouve plusieurs photocopies de pages du livre. Parmi elles, la page de garde, mais avec un détail supplémentaire par rapport à ce que l'on va découvrir par la suite. Il y a un post-it manuscrit collé dessus sur lequel on peut lire Mary, this is the Sojoana Book Private Radio Network 11 Princesses of the Cherokee. À la lecture du prénom Marie, le propriétaire de la boutique précise aussitôt qu'aucune employée ni connaissance de ce nom ne travaillait sur place. Un détail retient l'attention. Le livre est déjà ici désigné sous le nom de Sojoana Book. Or, sur Internet, ce terme n'apparaît officiellement qu'au moment de la création du subreddit. Cela signifie qu'avant même que la communauté découvre l'énigme, ses instigateurs ou son instigateur avait déjà choisi de lui donner ce nom. Et pourtant, comme nous le verrons plus tard, le terme Sojoana est en réalité une erreur et sa véritable signification se révélera bien différente. Mais ce n'est pas tout, car dans l'enveloppe se cache également un feuillet tapé à la machine, portant en titre Crossfire Gambit. Sous ce titre figure une simple liste de mots, dont deux nous frappent immédiatement, Joanna et Einstein. D'un côté, Joanna, c'est bien entendu directement relié en livre, puisqu'il s'agit du titre de ce dernier. De l'autre, Einstein évoque le pseudonyme du fameux Sun Junkie Einstein, celui qui prétend avoir acquis le volume chez Art, Funk & Junk. Ce document, nous allons revenir dessus plus tard à plusieurs reprises car il est une clé dans ce mystère. Le 15 septembre 2020, sur un autre Reddit intitulé Found Paper, ou papier trouvé en français, un utilisateur du nom de Windy Wendy publie un message qui va nous ouvrir une nouvelle porte. Ma première vraie trouvaille. Un étrange flyer à la languette détachable trouvé par terre à Maggie Valley, en Caroline du Nord. L'annonce renvoie vers un site web qui ne contient qu'une liste de mots. Et ces mots se retrouvent au dos des languettes, accompagnés de symboles de cartes à jouer. Le site mentionné s'appelle crossfiregambit.com, qui est exactement le même nom que celui inscrit sur le feuillet découvert dans la lettre envoyée au propriétaire de la boutique. En visitant le site crossfiregambit.com, on retrouve exactement la même liste de mots que celle figurant sur ce fameux bout de papier. Rien de plus, pas d'image, pas de lien caché, pas de page dissimulée, seulement cette liste nue, brute, impénétrable. Le flyer, en revanche, contient un élément supplémentaire. Un court texte énigmatique et teinté de poésie. J'ai pris ma décision dans la rivière. Venir vivre avec toi ici, dans le pays de la nuit. À qui s'adresse ce message ? Impossible à dire pour le moment. Mais une chose est certaine, le mystère s'épaissit peu à peu, ajoutant une nouvelle strate d'étrangeté à l'ensemble. Quant à l'origine de cette phrase, je vous en parlerai au moment opportun. Au verso du flyer apparaissent également donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, plusieurs symboles de cartes à jouer, tous des trèfles entre autres. Ici, je ne fais que vous donner l'information, car au fil de l'histoire, vous allez comprendre pourquoi on retrouve ces symboles. Et ces symboles sont par ailleurs accompagnés de mots que l'on retrouve sur le Crossfire Gambit. Enfin, parmi les documents photocopiés envoyés dans la mystérieuse lettre, figure un dernier élément particulièrement troublant, une note interne issue de la franc-maçonnerie. Son contenu évoque par ailleurs la construction d'un monument à Waynesville, en Caroline du Nord, et précise qu'un dépôt commémoratif serait enterré sous cet édifice. Voici donc alors un nouveau fil rouge à la frontière du symbolique, de l'occulte et du concret, qui viendrait nourrir encore davantage l'énigme du livre de Sojoana. Il se pourrait que cette page soit une création de la part de la personne derrière tout ça, non ? Il serait tentant de croire que ce document maçonnique est un faux.
Mais ce n'est pas le cas. Le papier concernant le monument franc-maçon provient bel et bien d'un document interne intitulé Masonic Shrine, détaillant avec précision la construction de la structure. Aujourd'hui, par ailleurs, cette structure existe réellement. Elle se dresse à l'entrée du parc des Great Smoky Mountains dans le Tennessee. Voilà donc l'une des origines possibles du mystère du livre de Sojourner. Et déjà, dès les premières pistes, rien n'est clair. Tout semble brouillé, car une évidence s'impose. St. Junkie Einstein, l'utilisateur affirmant avoir trouvé le livre dans la boutique Art Funk & Junk, a sans doute menti. Mais pourquoi ? Pourquoi ce mensonge? Est-il l'architecte de toute cette énigme? Est-ce que c'est lui qui aurait envoyé ce fameux courrier à la boutique? Et si oui, quel but poursuit-il? Ce qui intrigue, c'est que ce St. Junkie Einstein fait partie des plus actifs dans la résolution du mystère. Il s'investit aux côtés d'autres redditeurs, disséquant les moindres détails et cherchant à déchiffrer chaque énigme. Alors, s'il est réellement à l'origine de tout cela, pourquoi consacrer autant d'efforts à résoudre des problèmes qu'il aurait lui-même inventés? Une contradiction troublante qui alimente encore davantage le brouillard autour de l'affaire. Peut-être dans l'espoir de faire vivre sa création. On est en droit de le penser, sauf que non. Il n'a pas besoin de ça. Les mystères contenus dans le livre de Sojourner sont si denses, si étranges, qu'il n'a pas fallu longtemps pour que la communauté internet s'en empare. La présence de St. Junkie Einstein n'est donc absolument pas nécessaire. Alors, qui est-il vraiment? Un simple messager? A-t-il acheté ce livre ailleurs, dans une autre boutique que celle qu'il mentionne? Ou n'est-il qu'un intermédiaire anonyme? À ce stade, impossible de trancher. Mais avant d'avancer au chapitre suivant, j'ai voulu personnellement creuser un peu plus pour savoir qui est ce St. Junkie Einstein. Dès les premières recherches sur Google, on tombe rapidement sur une vidéo d'une chaîne américaine intitulée Eat the Smoke Fit Steve Bayer and St. Junkie Einstein, une parodie où un faux sénateur chante en fumant de l'herbe. Ici, les lettres SEN ne sont que l'abréviation du terme sénateur. Mais il ne semble exister aucun lien entre ce personnage comique ou humoristique et notre St. Junkie Einstein de Reddit. En creusant davantage, on découvre que St. Junkie possédait un compte Steam depuis 2003, aujourd'hui totalement inactif. Et depuis longtemps d'ailleurs. Il semble également avoir des notions en langue japonaise, sans que l'on sache particulièrement à quel niveau. Son profil Reddit, lui, existe par contre depuis environ une quinzaine d'années. Par curiosité, je me suis donc mis à explorer une partie de ses commentaires et observer aussi les subreddits qu'il fréquente afin de mieux cerner le personnage. Le portrait qui se dessine est celui d'un internaute plutôt éclectique. St. Junkie Einstein affectionne la science-fiction, Star Trek, Firefly, Doctor Who, il aime le sexe, la politique, l'histoire, Minecraft, l'éducation, le cannabis, les conspirations, mais attention, pour s'en moquer, pour preuve ses nombreuses interventions sur les subreddits consacrés à la Terre plate le confirment, il s'y amuse à démonter les théories les plus absurdes, et il s'intéresse aussi aux ovnis et plus largement à la science. À côté de cela, j'ai également découvert deux informations plus personnelles qui ont émergé. Il aurait vécu en Alaska, mais n'y serait plus actuellement, et il aurait des enfants. Et c'est tout. Pas plus de détails, pas d'indices clairs sur son identité. C'est tout ce que j'ai trouvé. Le reste de son activité se concentre presque exclusivement sur un sujet, le livre de Sojourner. On va pas aller loin avec ça, hein. Alors ça je le sais, on va pas aller loin concernant ce personnage. Mais j'ai fait ce que je peux. Désormais, il est temps pour nous de nous plonger dans les arcanes de ce mystère afin que vous puissiez en apprécier toute la complexité. Dans ce nouveau chapitre, nous allons explorer une grande partie des énigmes contenues dans le livre de Sojourner. Alors attention, je vous l'ai dit tout de suite, mais on ne va pas toutes les voir car elles sont beaucoup trop nombreuses et certaines restent encore aujourd'hui sans la moindre avancée. Vous en parler n'apporterait donc pas grand chose, si ce n'est vous plonger dans une impasse. Mais une chose est sûre, au fil de ces pages, vous allez mesurer l'ampleur du mystère, car derrière ce livre se cache soit l'esprit d'un fou obsédé, soit celui d'un génie érudit, doté des connaissances hors du commun. Alors accrochez-vous, car à partir de maintenant, les choses sérieuses commencent. La toute première page, celle qu'on appelle la page 0, nous plonge immédiatement dans le mystère. On y retrouve un ensemble hétéroclite. Un dessin, des coordonnées, des croquis et surtout une signature. GB Vanderbanman 1838. À première vue, cette date, 1838, intrigue, car le livre a été publié dans les années 1950. Il est donc évident que 1838 n'a rien à voir avec son édition. Mais gardez ce nombre en tête, 1838, car il va revenir plusieurs fois dans le livre. Surtout vers la fin. Le nom, quant à lui, Vanderbanman, est tout aussi mystérieux. Sur internet, il n'apparaît qu'une seule fois, dans une vidéo mise en ligne le 4 février 2012 par un certain Gary B.B., intitulée Lost Cherokee Gold Cave. La vidéo elle-même n'apporte rien de concret. En revanche, les commentaires qui l'accompagnent ouvrent des pistes.
Un utilisateur nommé Willy Suldrotha écrit « C'est ici que résiderait le Vanderbanman. Selon une légende locale de Tallulah, la créature aurait été capturée puis condamnée à vivre dans cette grotte pour l'éternité après avoir exterminé plusieurs familles du coin, y compris la sienne. Tu crois que je plaisante ? Je cherche son nom. » Sauf que, absolument rien. Je vous le dis tout de suite, mais si vous cherchez Vanderbanman, où vous voulez, vous n'en trouverez aucune trace. Un vide abyssal, comme un terrier sans fond. Un autre commentaire attire l'attention, signé cette fois-ci par un certain Ira Bryant, 3822. Merci pour ta réponse. Je vais chercher sur le web pour trouver l'histoire. Cela a un rapport avec une princesse Cherokee vers 1838 ou 1839. Mon adresse email est ira@irabryan.com. J'aimerais te parler davantage de la grotte. Autant que tu saches, est-ce que quelqu'un a déjà essayé d'enlever le bouchon ? Avec quoi ont-ils scellé les rochers ? Alors ce message est troublant à double titre. D'une part, il mentionne une princesse Cherokee, élément que nous recroiserons dans le livre, et il fait également référence à l'année 1838. Voilà, pour l'instant, gardez ces petits détails de côté, on verra ça plus tard dans le livre, ça va revenir. Un détail supplémentaire ajoute à la confusion. Ces commentaires datent, eux, de 2012, soit 5 années avant l'apparition du livre de Sojourner. L'auteur du livre a-t-il alors puisé dans ses vieilles discussions pour en extraire ses propres indices ? C'est en tout cas la seule hypothèse crédible que je vois jusqu'à présent. Et puis il y a ce détail que beaucoup n'ont pas nécessairement relevé. Les initiales de la chaîne YouTube, qui s'appelle Gary BB. Eh bien cela nous donne en initiale GB, comme la signature que l'on retrouve sur la page 0. Bien que le hasard existe, vous allez voir au cours de cette histoire que parfois il fait douter. Sous cette signature, toujours sur la page 0, figure un croquis étrange. 2 croix, un triangle, peut-être une pyramide, et 2 axes. Un schéma qui ressemble à une superposition de repères cartographiques, peut être destiné à indiquer une direction. Sur la page opposée, on découvre 5 coordonnées précises qui nous amènent à Fort Gordon, en Géorgie, menant un simple escalier, le phare de Hunting Island, à côté duquel est dessiné le symbole égyptien de la vie, symbole qui se nomme l'Ankh, A-N-K-H. On retrouve les coordonnées de la statue Quilt of Origin dans le parc olympique Centennial à Atlanta. On retrouve les coordonnées d'un pont à Durham, en Caroline du Nord, et surtout les coordonnées de la pyramide de Murphy, également appelée Medicine Town. Et cette dernière porte un 3e nom, la pyramide ARS, et vous allez voir qu'elle est un élément central de l'affaire. Elle rend hommage à Archibald Russell Spence Hunter, d'où les initiales ARS. Et ce dernier est considéré comme le premier colon blanc du comté de Cherokee en Caroline du Nord. Sous ces coordonnées, un autre dessin représente un carré barré d'un X, vue aérienne stylisée de la pyramide de Murphy. De son centre partent 3 flèches indiquant différentes directions, et surtout une inscription Sojourner. Beaucoup d'enquêteurs ont cru voir ici l'origine du nom du livre, mais en y regardant de plus près, il ne s'agit pas de Sojourner, mais de 50 Johanna. L'appellation Sojourner pourrait donc provenir d'une erreur d'interprétation. Mais erreur ou pas, ce dessin cache bel et bien une signification. Car en traçant une ligne à 50 degrés depuis la pyramide de Murphy, à environ 29 km, on tombe sur une tour appelée Johanna Bald. Voilà peut-être ici la véritable origine du nom. Les 2 autres flèches indiquent des angles de 76 degrés et 193 degrés. Il est à noter qu'elles sont tracées au stylo bille. Plus haut, 3 autres flèches, dessinées cette fois au crayon à papier, convergent toutes vers la pyramide centrale. Pourquoi distinguer les médiums, stylo et crayon ? Eh bien parce que chaque type d'écriture semble correspondre à une logique différente. Tout ce qui est tracé au stylo bille est lié à la fameuse liste de mots inscrits sur le flyer de Cross Fire Gambit, tandis que les traits au crayon pointent vers des antennes radio, comme par exemple nos 3 flèches de la page 0, dont une pointe vers la station WKND-FM Harriman, une autre mène vers une tour au sommet du Fane Peak, et enfin la 3e nous dirige vers la tour radio de Murray Gap. Les radios, manifestement, semblent jouer un rôle central dans l'énigme. En bas de cette page 0, on trouve l'un des grands codes du livre, 2 lignes de caractères. 20 pour la première ligne, 13 pour la seconde. À ce jour, ce code reste indéchiffré. Enfin, quelques symboles supplémentaires parsèment la page. Une rose des vents, symbole que l'on retrouvera dans le livre, un œil dessiné au-dessus d'une main, et enfin le nombre 369. En ce qui concerne la rose des vents, on va donc la retrouver plus tard, et on va en découvrir l'origine. Quant à l'œil, on en retrouve un similaire en page 68. Pour ce qui est du nombre 369, aucun indice ne permet pour l'instant de l'expliquer. Cette page 0 est sans doute l'une des plus denses du livre, mais pas la seule, vous allez voir.
Elle est un mélange de coordonnées, de symboles, de codes de dessin, tel un carnet de route nous indiquant les premiers chemins à emprunter. Et une chose est certaine, ce n'est que le début, et le premier des chemins. Car, à peine ouverte, l'affaire Sojourner nous fait déjà comprendre une chose, on n'a pas fini d'en baver. La page suivante est la page 18. Sur la partie gauche, une photographie de la ville de Londres, en Angleterre. Plus précisément, on y voit la colonne Nelson, imposante et reconnaissable entre toutes. Mais ce n'est pas l'image qui attire l'œil en premier. Le long de la colonne, un mot est inscrit. Crossfire Gambit. Au moment de la découverte du livre, ce terme ne signifiait rien pour personne. Un mot isolé, dénué de contexte, incompréhensible. Jusqu'au jour où l'utilisateur Windy Wendy mit en ligne son étrange pamphlet qui menait tout droit vers un site internet portant exactement le même nom dont nous avons déjà parlé, crossfiregambit.com. Un site qui ne contenait rien d'autre qu'une simple liste de mots. Sautons maintenant aux pages 30 et 31, car ici se cache ce qui ressemble à une histoire dans l'histoire. Et là, on va s'amuser. En bas de la page 30 apparaissent deux nouveaux indices. Des coordonnées et le dessin d'un cube dont 3 faces visibles portent respectivement les inscriptions MM, 16 et 20. Comme vous allez le voir en suivant les coordonnées, nous allons revenir directement vers le cube, car ici en fait tout est lié. La coordonnée nous conduit à une structure bien connue de la ville d'Elberton, en Géorgie. Cette structure se nomme la Georgia Guidestone, que je vais appeler Guidestone. Un monument qui a été souvent surnommé le Stone Age américain en raison de son architecture monumentale et du mystère qui l'entoure. Attention, car nous entrons ici dans un mystère dans le mystère. Tout commence en 1979 lorsqu'un homme mystérieux, se présentant sous le pseudonyme de Robert C. Christian, franchit la porte de l'entreprise Elberton Granite Finishing, spécialisée dans le travail du granit. Là, il rencontre Joe Fendley, alors président de la compagnie, et lui expose un projet hors du commun. Il souhaite ériger une structure monumentale à un endroit précis d'Elberton. Et cette structure, loin d'être banale, devra obéir à un cahier des charges aussi précis qu'intrigant. Troublé, Joe prend les plans en main et les examine. Et il finit par accepter. Mais il recommande à Christian de prendre contact avec Wyatt Martin, président de la Granite City Bank, pour régler l'aspect financier du projet. Et écoutez ce détail intéressant. Jusqu'à aujourd'hui, en 2025, ce Wyatt Martin est la seule et unique personne à connaître la véritable identité de ce Robert Christian. Toujours vivant, âgé d'environ 90 ans, il n'a jamais révélé à quiconque qui se cachait derrière ce pseudonyme. Voilà, je trouvais que ce point jetait un voile d'intrigue supplémentaire sur ce mystère. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelques jours plus tard, Wyatt confirme à Joe Fendley que Robert dispose bien des fonds nécessaires pour financer un tel projet. Le chantier peut alors commencer. Mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette structure ? Eh bien, pour commencer, la structure des Georgia Guidestone se compose de 6 blocs de granit, dont 4 atteignent chacun 5,7 mètres de hauteur, pour un poids total avoisinant les 108 tonnes. Elle fut érigée après que Robert C. Christian eut acquis environ 2 hectares de terrain sur une ferme bovine, à proximité, comme par hasard, d'un lieu sacré des Cherokees nommé Alieli Aloe, que l'on traduit par « le centre du monde ». Sur la tranche de la stèle centrale est gravée une phrase en 4 langues anciennes, hiéroglyphes égyptiens, sanskrit, babylonien et grec ancien. Elle dit la chose suivante : « Faisons que cette sculpture guide vers un âge de raison. » Sous cette dalle centrale se dressent 4 grands pans de granit. Sur chaque face est inscrit le même texte, mais dans une langue différente pour chaque face. Au total, le message apparaît donc 8 fois dans 8 langues modernes que sont l'anglais, l'espagnol, le swahili, l'hindi, l'hébreu, l'arabe, le mandarin simplifié et le russe. Ce texte prend la forme de 10 commandements, dont le fil conducteur principal est l'équilibre fragile entre l'humanité et la planète. Le dernier commandement insiste lourdement sur ce point, répétant par ailleurs 2 fois la même injonction « Laisse de la place à la nature, laisse de la place à la nature. » Mais la véritable énigme du Guidestone réside autant dans son architecture que dans son message. Voici par exemple les intrigues architecturales que l'on y retrouve. Les 4 grands blocs sont alignés sur les limites de la migration de la Lune au cours d'une année. Un trou oblique à hauteur d'œil est percé du sud vers le nord de la pierre centrale, de sorte que l'étoile polaire soit toujours visible. Une fente est visible sur la partie centrale, s'alignant avec les positions du lever du soleil au solstice d'été et d'hiver, ainsi qu'aux équinoxes, de manière à ce que le soleil de midi projette sa lumière pour indiquer midi en une ligne courbe.
La dalle supérieure comprend une sorte de calendrier. En fait, à midi, un rayon de soleil traverse un trou de 2,5 cm de diamètre et permet une projection des rayons du soleil sur la face sud de la pierre centrale. Au fil du cycle solaire, le point lumineux peut alors indiquer le jour de l'année, à midi, à chaque jour. Ce monument est donc à la fois un monument scientifique, spirituel et mystérieux. Mais avec le temps, les Guidestones sont devenus la cible de vives polémiques. Depuis leur érection, elles subissent attaques et dégradations, aussi bien de la part de certains groupes chrétiens extrémistes qui considèrent les inscriptions comme une hérésie, que des théoriciens du complot persuadés qu'il s'agit d'un manifeste occulte. À plusieurs reprises, des vandales ont recouvert les pierres de graffiti ou de symboles, mais le 11 septembre 2009, ce n'est pas un simple dessin qui fut découvert. Ce jour-là, une partie entière de la structure avait disparu. Quoi? Mais non, ça pèse des tonnes ce truc, c'est impossible. Et pourtant si, quelque chose s'est bel et bien produit. Mais attends, laisse-moi t'expliquer. Dans la nuit du 11 septembre 2009, un individu non identifié se rend sur le site de Guidestone. Armé d'outils, il découpe avec précision un cube de granit de 6 pouces de côté dans l'une des parois du monument. Puis disparaît avec. Personne ne sait qui est derrière cet acte de vandalisme, ni même les raisons, ni la destination du cube. À la découverte de cette partie manquante, une enquête est aussitôt ouverte. Elle durera 4 années. Nous sommes désormais en 2013. Le gardien des Guidestones observe les images de sa caméra de surveillance installée pour dissuader les intrusions depuis ce qu'il s'est déroulé 4 années plus tôt en 2009. Soudain, 3 individus apparaissent, s'approchant du monument. Ils semblent vouloir placer une échelle contre l'une des pierres. Le gardien alerte immédiatement le shérif qui arrive quelques minutes plus tard avec ses hommes. Et c'est là que survient la surprise. À l'approche des forces de l'ordre, 2 individus prennent de suite la fuite. Mais le 3e est arrêté sur place. Il s'agit de William Jeremy Ellis. Il a 37 ans, il est originaire d'Anniston, en Alabama. Et entre ses mains, il tient le fameux cube de granit manquant. Interrogé, William va expliquer qu'il est revenu pour remettre le cube en place. Il affirmera l'avoir prélevé en 2009 pour des raisons ésotériques liées à la numérologie et qu'il n'en avait désormais juste plus l'utilité. Ces 2 complices, quant à eux, ne seront jamais identifiés. William restera le seul coupable officiellement reconnu dans cette affaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car 1 an plus tard, en 2014, un nouvel élément vient s'ajouter à tout cela. Sans que personne ne sache exactement comment, ni par qui, le cube manquant qui depuis était revenu à sa position initiale a été remplacé. Mais cette fois, il a été remplacé par un cube légèrement plus grand que l'original. Et surtout, il porte des inscriptions sur chacune de ses faces. On y lit les chiffres 8, 14, 20 et 16, répartis sur 4 faces, ainsi que les lettres MM et JAM, J-A-M, sur les 2 restantes. Un cube mystérieux, apparu de nulle part, gravé de symboles énigmatiques. Et vous allez le voir, ce détail nous ramènera bien plus tard au livre de Sojourner. Et par ailleurs, on peut même de suite revenir sur le livre, puisque je vous le rappelle, mais sur la page 30 du livre, on peut lire sur le petit dessin du cube en bas de page 20, 16 et MM. Il s'agit donc bel et bien de ce même cube, en tout cas c'est les mêmes inscriptions. Mais qu'est-ce qu'on sait exactement de ce cube? Est-ce qu'on sait les choses? Eh bien, il faut d'abord savoir que ce cube mystérieux n'a pas eu une vie très longue. Dans les jours qui ont suivi sa découverte, il a été détruit par un certain Mart Klemp. Une vidéo de cette destruction circule par ailleurs encore sur YouTube. Comme toujours, cet acte a nourri les fantasmes de conspirationnistes. Certains y ont vu la main du gouvernement cherchant à dissimuler les vérités inavouables. Le reste de leur théorie suit la rengaine habituelle des ultra-crépidarianistes de service passant trop de temps sur les réseaux sociaux et pas assez dans leurs études. On y retrouve les ovnis, les hommes lézards, les dimensions parallèles, bref, le grand classique. Pendant plusieurs mois, personne ne sut qui se cachait derrière ce mystérieux cube, jusqu'au jour où un certain Michael Massanelli sorte soudainement de l'ombre via une vidéo YouTube, vidéo qui n'existe plus aujourd'hui, dans laquelle il affirmait lui être l'auteur du cube. Et je tiens à vous préciser tout de suite que ce fameux Michael Massanelli est un ultra-conspirationniste pro-QAnon, enfin, vous voyez le genre de personnage dont je veux parler. Mais l'homme ne se limite pas aux conspirations. Il est également passionné par la musique métal et possède une chaîne YouTube que l'on pourrait traduire par « Son de la Bible, le messager musical ». Rien que ça. Il y publie ses créations sonores qu'il regroupe sous un label singulier, Métal chrétien. Dans sa fameuse vidéo, il donne sa propre interprétation des inscriptions du cube. Les chiffres 8, 14, 20 et 16, lus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, formeraient la date 16 août 2014, qui selon lui, je n'en ai pas trouvé la preuve, serait la date de son mariage avec une certaine Jade Massanelli. Quant aux lettres MM et JAM, elles correspondraient respectivement à ses initiales, Michael Massanelli, et au diminutif de sa femme, Jade Massanelli.
En enquêtant un tout petit poil sur sa page Facebook, on y retrouve plusieurs photos compromettantes. On le voit par exemple, lui, Michael, posant devant les Guidestones. Et on retrouve également 2 autres photos prises chez lui où l'on distingue clairement 2 cubes presque identiques à celui qui fut installé en 2014. Enfin, toujours sur son profil, il partage divers délires numérologiques, l'un d'eux aboutissant à un chiffre qu'il considère comme un chiffre clé et partant de ce cube, ce chiffre serait 726. Et qui correspond à quoi au juste? Eh bien honnêtement, je ne sais pas. Et je pense que même lui n'en a pas la moindre idée. Il existe d'autres théories sur l'origine de ce cube, mais je ne vais pas m'y attarder. Elle pourrait à elle seule faire l'objet par ailleurs d'une autre vidéo. Si j'ai choisi de vous raconter l'histoire de Michael Massanelli, c'est parce qu'elle reste à ce jour la piste la plus crédible. Finalement, tout bascule le 6 juillet 2020. Ce jour-là, les caméras de surveillance captent la silhouette d'un homme s'approchant rapidement des Guidestones, un objet à la main. Il dépose l'objet au pied de la structure, puis prend la fuite. Quelques secondes plus tard, une explosion retentit, endommageant sévèrement le monument. Après 42 années d'existence, jugées trop fragilisées pour être restaurées, les Georgia Guidestones seront entièrement détruites. Aucun coupable ne sera jamais arrêté. Ce détour par un mystère dans le mystère, bien entendu, n'était pas gratuit, car vous allez le voir, beaucoup plus loin dans notre enquête, il nous faudra revenir sur cet épisode. Mais pour l'instant, tournons la page. Nous restons en Angleterre, et en tournant cette page, l'œil non averti pourrait passer trop vite, très vite, car en bas de la page 37, un détail discret se cache, un amas de taches et de points, qui ne ressemble par ailleurs absolument à rien. À première vue, cela ressemble à un simple motif totalement abstrait. Mais en y regardant de plus près, la découverte est saisissante, quand on sait où regarder. Ces points correspondent en réalité à un emplacement géographique précis. Ils mènent tout droit à une base ultra sécurisée, la Royal Air Force Menwith Hill en Angleterre. Encore plus troublant, chacune de ces petites taches peut être superposée aux radeaux et antennes, une vingtaine au total, qui jalonnent le site hautement stratégique. Un indice discret, presque invisible, mais peut-être lourd de sens. Cette fois-ci, pour la page suivante, direction l'Écosse. Mais ce ne sont pas les paysages du pays de Braveheart qui nous intéressent ici. C'est un code inscrit en bas de la page 49. Un code bien particulier, facilement identifiable car usant d'un système utilisé par la franc-maçonnerie. Une fois déchiffré, ce code révèle 2 mots. Tallulah et Johanna. Ces 2 termes ne nous sont bien entendu pas inconnus. Nous les avons déjà croisés dans la fameuse liste des mots associés au document Crossfire Gambit. Pour l'instant, ces indices semblent isolés, difficiles à relier, mais gardez-les bien en mémoire, car beaucoup d'autres vont arriver. En page 68, nous sommes sur une carte de la Scandinavie et plusieurs éléments intrigants apparaissent, tels des pièces de puzzle disséminées. La première, la plus simple à identifier, correspond à des coordonnées menant à la ville d'Augusta en Géorgie, plus précisément sur les rives de la rivière Savannah. Mais pour comprendre l'importance de ce lieu, il faut remonter dans le temps, environ 8 années en arrière. En 2017, l'endroit appartenait encore à l'université d'Augusta. Sur place se trouvait alors un parc orné d'un grand cercle tracé au sol, divisé en 4 quartiers. Or, ce même cercle et ces quartiers se retrouvent en page 49, sur une rose des vents que l'on retrouve dessinée sur une carte de la Scandinavie. Autour de cette rose apparaissent par ailleurs 2 nombres, 265 et 313. Ces nombres ne sont que 2 angles, 2 directions. En traçant une ligne à 265 degrés à partir du cercle des coordonnées, on aboutit à une immense rose des vents gravée, elle, dans le sol de l'université d'Augusta. La ligne à 313 degrés, quant à elle, nous conduit vers un site touristique connu, Brasstown Bolt, le point culminant de l'état de Géorgie, perché à 1458 mètres d'altitude. Sous ces angles en bas de la page 68, 2 dessins de clés sont représentés, l'une étant surmontée d'un cœur, l'autre d'un œil. Un œil par ailleurs identique à celui que nous avions déjà croisé précédemment à la page 0, qui était accompagné d'une main et du nombre 369. Enfin, dernier détail de cette page, un mot inscrit en langue tsalagi, qui est la langue utilisée par les Cherokees. Et ce mot se traduit en français par le terme intrigant de secret. Faisons maintenant un saut à la page 113, qui nous transporte à Paris en France. 2 indices majeurs y apparaissent. Le premier, le prénom Madeleine, soigneusement encerclé sous une photographie représentant l'église de la Madeleine. Le second, un mot en tsalagi, la langue cherokee, que l'on peut traduire par la fille du chef ou princesse, selon le contexte. Et quand je vous parle de mots en tsalagi, à la page 115, nous en trouvons un autre, qui se traduit par mort. Ensuite, se trouve un mot inscrit à la verticale sur une photo de la rue de Rivoli menant à la place Vendôme. Au-dessus de la colonne Vendôme, on peut lire le mot High Jump. Ce mot, on le retrouve dans la liste Crossfire Gambit.
En page 153 se trouve un nouveau mot en langue tsalagi. Ce dernier se traduit par « le clan bleu ». À côté de ce mot se trouve dessiné un cercle divisé en 4. Et ce dessin ressemble à un symbole que l'on retrouve au sein des cultures amérindiennes d'Amérique du Nord, se nommant le cercle des 4 éléments. Les 4 éléments étant ceux que l'on connaît, l'air, le feu, l'eau et la terre. Faisons maintenant un bond à la page 185, qui nous entraîne cette fois en Italie. 3 syllabes encerclées attirent immédiatement l'attention. En les lisant de bas en haut, on obtient tal, u et la. En les réunissant, elles forment un mot que nous avons déjà croisé, talula, aperçu en page 49. En haut à droite de la page, un dessin complète l'énigme. Il a été identifié comme représentant les gorges de Tallulah. Une ligne droite traversant l'illustration symbolise la frontière entre la Géorgie et la Caroline du Nord. Un symbole apparaît également au nord du dessin. Il s'agit du signe Chunkigal, d'origine amérindienne, représentant une chaîne de montagnes. On distingue aussi plusieurs bras de rivière tracés avec précision. Et si on prend l'ensemble de ce dessin et qu'on se dirige, grâce à une carte Google, vers les gorges de Tallulah, alors, en utilisant les frontières et les rivières comme point de repère, la correspondance entre le dessin et la réalité est frappante. Le symbole de la chaîne montagneuse se superpose alors parfaitement avec une chaîne réelle existant elle aussi, les montagnes Chunkigal. Alors, simple coïncidence ou bien un indice laissé pour nous suggérer qu'un secret se cache là-bas, dans ces montagnes, la question reste entière. J'ai longtemps hésité à inclure la page suivante, la 237, car elle possède une particularité que je n'arrive toujours pas à m'expliquer. Alors ce n'est pas tant les codes qu'elle contient qui sont particuliers, mais plutôt un autre fait bien plus troublant. Laissez-moi préciser. Lorsque le livre de Sojoana a été découvert, des photos des pages jugées utiles furent rapidement partagées en ligne, afin que chacun puisse participer aux recherches. Quelques jours plus tard, un second partage fut organisé, cette fois sous la forme de scans pour offrir une meilleure qualité d'image, puisque les premières étaient photographiées. C'est Sun Junkie Einstein lui-même, le seul détenteur du livre, qui s'est chargé de cette opération. Mais il a pris une décision étrange. La page 237 fut purement et simplement retirée. Il choisit de ne pas la scanner, et donc de ne pas la partager. Pourquoi ? Personne ne le sait. Et ce geste, encore aujourd'hui, reste un mystère dans le mystère. Quoi qu'il en soit, bien que cette page contienne de multiples informations, nous n'allons nous concentrer que sur un seul élément, des coordonnées. Celle-ci nous mène à un plan d'eau en Caroline du Nord, connu sous le nom de Biltmore Bass Pond. Au-delà de ce repère géographique, nous n'avons aucune autre information. La page suivante, la 239, ne contient qu'une seule information inscrite à la verticale entre deux photos. Il s'agit du mot Kosanifa, ou Kosanifa, que l'on retrouve sur la liste Crossfire Gambit encore. En page 268, sur une photographie du monument de la paix de Trujillo, un détail attire l'attention. Un dessin y figure, celui de la torche de l'amitié, une sculpture bien réelle que l'on retrouve non pas en République dominicaine, mais à San Antonio, au Texas. Mais plutôt que de nous attarder ici, je vous propose de tourner rapidement quelques feuillets pour effectuer un bond en avant, car la prochaine page qui nous attend ne se contente pas d'ajouter un nouvel indice, elle recèle à la fois un mystère et une piste intrigante. Nous sommes alors dans la page 341. Nous découvrons une photographie du canal de Panama. Mais ce n'est pas le lieu en lui-même qui retient ici l'attention, mais un dessin gribouillé directement sur l'image principale. Le croquis semble représenter une vue aérienne de la coupe d'un navire, traversée en son centre par une flèche pointant vers l'avant, ou plutôt pointant vers le haut du livre. Sous ce dessin, un mot apparaît. EVE, E-V-E, un terme que nous avons par ailleurs déjà croisé, inscrit dans la fameuse liste du Crossfire Gambit. En réalité, ce dessin correspond à une réelle structure existante, réalisée par Brian Rust, professeur d'art et de sculpture à l'université d'Augusta en Géorgie. Son œuvre figure effectivement la coupe d'un bateau vu de dessus, et elle possède une particularité. La structure est orientée de manière à pointer vers le nord réel. Ainsi, la flèche tracée sur le dessin du livre indique une direction très précise, l'angle 0. La sculpture fut érigée en mai 2019 à proximité du pont Eve, traversée elle par la rue Eve. Mai 2019. Alors, au risque de me tromper, il n'y a pas un problème avec ta date ? Alors je comprends pourquoi tu dis ça, car la date en effet est troublante. La découverte du livre de Sojoana a été rendue publique le 19 avril 2019, soit un mois avant que la structure de Brian Rust ne soit érigée. Ce détail implique donc une chose déroutante. Au moment où l'auteur de Sojoana a dessiné ce bateau sur son livre, l'œuvre, elle, n'existait pas encore. Dès lors, 3 hypothèses s'offrent à nous quant à la personne derrière l'énigme. Soit il s'agit d'un voyageur temporel,
bon, théorie séduisante mais hautement improbable, soit cette personne a assisté à la construction ou en a été le témoin direct et en a profité pour la dessiner sur le livre, soit elle fait partie de l'université d'Augusta et avait connaissance du projet de sculpture avant son inauguration. Je vous laisse ici tirer vos propres conclusions et en attendant, tournons ensemble les pages, direction les 362 et 363. Bien que plusieurs mots soient encerclés au stylo sur ces 2 pages, ce sont surtout les 3 dessins présents qui retiennent l'attention, car leur origine a été identifiée. Le premier dessin est une sorte de pointe de lance et correspond au symbole du commando des opérations spéciales des États-Unis. Le second est représenté par une plume croisée avec un éclair, et il est l'emblème d'une unité de l'US Navy spécialisée dans le déchiffrement et la sécurité en communication. Enfin, le troisième est un blason où se croisent un éclair, une torche et une clé, et est le symbole officiel du commandement du renseignement et de la sécurité de l'armée américaine. 3 croquis, 3 blasons militaires, et tous renvoient à des thématiques précises: opérations spéciales, sécurité, communication, cryptographie. Alors, hasard, ou est-ce que ces 4 thématiques seraient aussi les piliers du livre de Sojourner ? À vous de juger. Faisons un bond à la page 369 qui nous entraîne cette fois en Colombie. Sur cette page apparaissent 3 nouvelles énigmes. En bas à droite, on distingue la croix de Flamel, une croix sur laquelle s'enroule un serpent, un symbole intimement lié au monde mystérieux de l'alchimie. Juste à gauche de ce dessin figure une latitude, un indice supplémentaire qui semble appelé à être relié au reste. Mais la clé la plus intrigante se trouve en réalité à la page 368 où l'on découvre un croquis qui, au premier regard, paraît totalement insignifiant. Et pourtant, il a été identifié comme étant la vue aérienne d'une carrière de la compagnie Vulcan située en Géorgie. Au centre du croquis, un symbole marque par ailleurs un angle de 315 degrés. En prolongeant cette direction, la ligne pointe directement vers une tour d'observation nichée dans les montagnes Frying Pan. Encore une fois, les indices dispersés sur ces pages tissent un lien inattendu entre des lieux éloignés et pourtant connectés par une logique invisible. En page 387, un nouveau détail attire l'œil. Le nom du journal, The New York Times, est soigneusement encerclé. Et juste en dessous, 2 dates apparaissent. 15 novembre 36 et 9 septembre 87. Après des recherches minutieuses parmi les centaines d'articles publiés le 15 novembre 1936, un détail ressort enfin. Dans un article consacré au bannissement d'une œuvre d'art amérindienne, un encadré discret mentionne un nom: Princesse Noami, une figure cherokee qualifiée à l'époque de princesse. Difficile de ne pas y voir un écho direct à la mystérieuse princesse qui revient sans cesse dans les énigmes du livre de Sojourner. Quant à la seconde date, le 9 septembre 1987, un seul article semble pouvoir être relié à l'affaire. Il concerne la construction d'un radar soviétique étonnamment similaire, d'après les internautes, à un autre radar installé en Alaska, surnommé White Alice. Un nom qui lui aussi apparaît dans la liste, par ailleurs, du Crossfire Gambit. Alors, véritable indice, simple coïncidence? Personnellement, je pense que les enquêteurs en ligne ont peut-être un peu forcé sur le rapprochement, mais pour l'heure, c'est la seule piste connue concernant cette seconde date. À la page 462, on retrouve un nouveau mot écrit en tsalagi, et ce dernier ne fera qu'enfoncer le clou dans le mystère dans lequel nous sommes plongés puisqu'il se traduit par « caché ». Arrivé aux pages 502 et 503, les choses se compliquent. C'est ici que l'on tombe sur un véritable déluge d'informations codées, une accumulation d'indices qui donne le vertige. Sur la page 502, représentant une carte du sud-est des États-Unis, on distingue le dessin d'une pyramide dont le sommet est séparé du reste, un symbole bien connu qui s'appelle l'œil de la Providence. Ce dernier se retrouve sur les billets d'$1 américain, un signe régulièrement associé par ailleurs à la franc-maçonnerie et aux Illuminati. À côté de cette pyramide se trouve un dessin, une ligne droite traversant un cercle. En l'observant de plus près, cette ligne correspond en réalité à la frontière séparant la Géorgie, le Tennessee et la Caroline du Nord. Elle semble entourer une zone bien précise, la forêt de Nantahala. En langue cherokee, Nantahala signifie par ailleurs la terre du soleil de midi. La page 503, quant à elle, est encore plus dense. En haut, un cercle traversé par 2 lignes. Juste en dessous, 3 lignes de code, encore aujourd'hui indéchiffrées, suivies de 3 coordonnées. Viennent ensuite 7 petits cercles, dont certains sont barrés d'une croix. Et ces petits cercles barrés d'une croix, on les retrouve dans un ordre différent à la page 501. Puis apparaissent 3 mesures de poids en livres, 7 livres, 2 livres et 3 livres. Sur la gauche, on découvre un dernier dessin, un cœur surmonté de 2 flèches croisées, elles-mêmes barrées par un trait perpendiculaire. Alors je sais, c'est beaucoup d'infos, mais je vous l'ai dit, sur cette page, il y a beaucoup de choses. Et de cet ensemble
seules les coordonnées ont pu être exploitées. On y retrouve la première qui mène à un lieu déjà connu, Brastanbald. La deuxième qui nous conduit à un point de vue touristique nommé Panther Top, qui est équipé d'une antenne de communication et situé encore une fois au cœur de la forêt de Nantahala. À noter que ce site se trouve au bout d'une route appelée Murphy Road. Coïncidence ou lien direct avec la fameuse pyramide de Murphy évoquée plus tôt, je ne sais pas, je vous le partage. La troisième coordonnée désigne, elle, l'église de Notla, dans la ville de Murphy. Mais en réalité, le point exact ne correspond pas à l'église de Notla elle-même, mais à un panneau d'introduction de l'église situé à une centaine de mètres plus loin, qui est situé au croisement entre Martin Street et Notla Church Road. Un habitant de la région s'est déplacé pour examiner ce panneau, parce qu'il voulait voir ce qu'il en était, et ce qu'il a trouvé est pour le moins troublant. Sur la tranche du panneau étaient inscrits plusieurs indices mystérieux. On y retrouvait un autocollant représentant un œil qui est un symbole que l'on a déjà vu par 2 fois dans le livre. On y retrouve un dessin des 4 as d'un jeu de cartes, en réalité un simple sticker disponible sur Amazon, et plusieurs lignes de texte en tsalagi, se traduisant par triangle, le chiffre 7, mais écrit avec une faute d'orthographe, ce qui laisse un peu planer le doute, le mot étoile, chèvre, et enfin Nouvelle-Écota. La Nouvelle-Écota est le nom de ce qui fut autrefois la capitale officielle de la nation Cherokee à partir de 1825 en Géorgie, une capitale qui leur sera par ailleurs retirée 5 années plus tard, en 1830. Sous ces inscriptions, toujours sur le même panneau, figurait un passage de la Bible, extrait de l'Exode 22.8. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Un détail d'autant plus marquant que cette même citation se retrouve gravée dans un lieu-dit situé à plusieurs dizaines de kilomètres de là, connu sous le nom des 10 commandements. Enfin, tout en bas du panneau apparaît un dernier symbole, le dessin d'une larme suivi des lettres BB, reliées par une flèche. En anglais, BB se prononce BB, un terme que l'on retrouve encore une fois dans la fameuse liste du Crossfire Gambit. Difficile à croire ici à une coïncidence. En pages 506 et 507, nous voilà de retour dans un état qui revient sans cesse depuis le début de cette enquête, la Caroline du Nord. Sur la page 506, un mot attire immédiatement l'œil. Église, soigneusement encerclée. Difficile de ne pas y voir ici un rappel direct à l'église de Notla mentionnée à la page précédente. La page 507, quant à elle, prolonge le mystère. On y retrouve à nouveau une série de petits cercles, dont certains sont barrés d'une croix. C'est donc ici la 3e fois que ce motif apparaît dans le livre, comme un symbole récurrent, insistant dont la signification nous échappe encore. En page 509, toujours en Caroline du Nord, 3 nouveaux indices se dévoilent. D'abord une moitié de coordonnées, ensuite un mot encerclé, Magnolia, et enfin un dessin énigmatique. Ce dessin, placé en haut de la page, montre une forme fermée, longée d'une ligne adjacente touchant son bord gauche. À l'intérieur de cette forme, un symbole déjà familier, un cercle traversé d'une croix. Nous l'avions par ailleurs déjà croisé en haut de la page 503. La forme, en revanche, apparaît ici pour la toute première fois. Pour comprendre de quoi il en retourne, il faut reprendre les coordonnées partielles indiquées sur la page. Ces coordonnées ne sont qu'une latitude. Il n'y a pas de longitude, mais en prenant cette latitude, on voit qu'elle prolonge la Caroline du Sud et qu'elle passe non loin d'Augusta. Et là, on tombe sur un chemin de terre. Et ce chemin de terre possède exactement la même forme que celle dessinée à la page 509. Jusqu'à présent, personne n'a exploré ce lieu ni découvert ce qu'il renferme, mais tout porte à croire que le cercle traversé d'une croix placée à l'intérieur de la forme désigne très certainement un point précis, peut-être l'un des secrets enfouis du livre de Sojourner. Les pages 512 et 513 nous entraînent cette fois entre la Caroline du Sud et la Géorgie. Sur la page 512, un détail attire l'attention. Le nom de la ville d'Aiken y est encerclé. Et bien c'est précisément dans cette ville que se situe le chemin de terre évoqué juste avant, en page 509. Juste au-dessous, un petit dessin intrigue. Il ressemble fortement à celui découvert en page 368, lequel nous avait par ailleurs mené, si vous vous souvenez, vers une carrière de la compagnie Vulcan. À ce jour, personne n'a encore percé la signification de ce nouveau schéma. La page 513, elle, nous livre un indice plus concret. On y lit un titre en lettres capitales. Gracious Georgia has varied topography, varied interest. Sous certaines lettres apparaissent de petits points. Eh bien, en reliant ces lettres de gauche à droite, on obtient une suite. Top Gratet. Un détail frappant surgit alors. Gratet est un anagramme, l'anagramme du mot target. Le message devient alors clair. Top Target. Un code, une désignation, peut-être même un avertissement. Aux pages 514 et 515, le livre poursuit son enchaînement d'énigmes en reprenant certains motifs déjà croisés. En haut de la page 514, on retrouve une nouvelle série de cercles, dont certains sont barrés d'une croix.
Exactement comme ces fameux cercles que l'on ne comprend pas et que l'on retrouvait en pages 507, 501 et 503. Encore une fois, une répétition qui semble insister sur un code récurrent. 2 mots sont ensuite encerclés, cyclorama et cloister. Plus bas, 2 dessins apparaissent. On y retrouve un maillet et une pelle, ou plus exactement, ce que je trouve qui ressemble plutôt à une truelle. Et ces 2 symboles appartiennent à l'imagerie traditionnelle de la franc-maçonnerie. Le maillet représente l'autorité et la discipline, la truelle symbolise le travail et l'effort de la construction. Sur la page 515, une photographie retient l'attention. On y voit une sculpture en forme d'obélisque, et sur sa surface figure un code vertical, composé de lettres mystérieuses. Alors gardez bien ce détail en mémoire, nous y reviendrons un tout petit peu plus loin. Enfin, une autre demi-coordonnée est également donnée sur ces pages, mais pour l'instant, personne n'a réussi à déterminer à quoi elle correspond. Aux pages 518 et 519, illustrées de photographies de l'État de Géorgie, plusieurs éléments viennent enrichir le puzzle. En bas de la page 518, une nouvelle série de coordonnées nous conduit à un lieu singulier, Pollar's Pond. Une simple mare, mais dont la particularité est frappante, sa forme naturelle épouse parfaitement celle d'un triangle équilatéral. Sur la page 519, le mystère s'épaissit avec la représentation d'une carte. Cette carte prend la forme de 2 rectangles accolés et correspond en fait à un cimetière situé dans la ville d'Augusta, nommé le cimetière Cèdre et Magnolia. 3 caveaux y sont indiqués par des points sur le livre, chacun accompagné d'une lettre. B, P et G. Et en allant fouiller un petit peu sur le site internet du cimetière, eh bien on peut y trouver le plan officiel qui nous permet d'identifier l'emplacement des caveaux. Et on peut découvrir alors que la lettre B correspond à la famille Buzet, la lettre P à la famille Finisi et la lettre G à la famille Gould. Enfin, un 4e symbole est présent sur la carte. Un triangle. Et si on reporte ce triangle sur le plan du cimetière, eh bien il coïncide parfaitement avec une section toute particulière, la section franc-maçonnique, un espace dédié aux membres de la franc-maçonnerie. Toujours sur la page 519, un autre dessin attire l'attention, celui du 47e problème d'Euclide, un théorème bien connu des mathématiciens. Dans un triangle rectangle, le carré construit sur l'hypoténuse est égal à la somme des carrés construits sur les 2 autres côtés. Mais ce schéma est aussi un symbole récurrent en franc-maçonnerie. Enfin, à côté de ce dessin apparaît le nombre 76. S'agit-il d'une date, d'une mesure? À ces jours, le mystère reste entier. Puis, tout en bas de la page, une dernière inscription, 6 livres. Encore une fois, une mesure de poids, peut-être une mesure symbolique, là encore, aucune certitude. La page 636 nous conduit cette fois dans l'état du Wyoming. Ici, un seul indice, 2 lignes de code. Je vous le dis tout de suite, ce code a déjà été déchiffré. Il est directement lié à celui que nous avions aperçu en page 515. En réalité, il faut aligner tous ces fragments de code et leur appliquer une méthode de décryptage précise. Et pour trouver cette méthode de décodage, eh bien, il faut le décodeur. Et ce décodeur, détail important, est dissimulé dans un coin bien particulier d'Internet, et pas dans le livre. Il est en un lieu que nous n'avons pas encore exploré, mais où nous irons dans un autre chapitre de cette enquête. Sans entrer ici dans les détails techniques du décryptage, retenez surtout la phrase révélée une fois le code résolu. 4 and 7 born hidden reveals the cave of Princess Tokoa. En français, 4 et 7 nés cachés révélant la grotte de la princesse Tokoa. Une fois encore, il est question d'une princesse. Mais cette fois, le texte semble nous donner son nom, Tokoa. Alors, s'agit-il réellement d'un prénom? Est-ce un lieu? Ou bien est-ce encore un mot-clé, un code, un indice crypté parmi d'autres? À ce stade, rien n'est sûr, le mystère reste entier. La page 638 ne nous révèle qu'un seul indice, une simple série de coordonnées. Mais en réalité, rien de nouveau ici, ces coordonnées, nous les connaissons déjà, elles mènent tout droit à la rose des vents tracée au sol dans la cour de l'université d'Augusta. Est-ce une répétition volontaire? Je ne sais pas. Un rappel peut-être pour insister sur l'importance de ce lieu. Quoi qu'il en soit, le livre semble vouloir nous ramener encore une fois à ce point précis. En page 666, une nouvelle carte s'offre à nous, marquée en son centre par une rose des vents. Autour de celle-ci, 3 annotations apparaissent. 91 degrés, suivi du mot pork chop, 258 degrés suivi du mot Corona et 321 degrés suivi du mot Johanna. Si on applique ces angles sur la rose des vents de l'université d'Augusta, en traçant des droites partant de son centre, le résultat est saisissant. La droite à 91 degrés pointe directement vers une tour de radio nommée Pork Chop, celle à 258 degrés croise la tour des Amériques, que nous retrouvons dessinée plus loin en page 688, et sur cette page, un mot est inscrit en bas, le mot
Corona, et au passage on retrouve aussi ce mot Corona sur la liste du Crossfire Gambit. Et enfin, la droite à 321 degrés rejoint une tour déjà rencontrée au début de notre exploration, la tour de communication Johanna Bald. Difficile de croire à de simples coïncidences. Tout ici est calculé minutieusement. Et je vous le dis au risque de me répéter, mais dans ce livre, il n'y a jamais de hasard. En page 693, le livre nous conduit cette fois dans l'état de l'Oklahoma. L'indice est simple, une série de coordonnées. Celle-ci pointe vers le mémorial de Chota, érigé en hommage à l'ancienne capitale de la nation Cherokee. Un lieu chargé de mémoire, car cette cité fut incendiée durant la guerre par les armées de George Washington lui-même. Encore une fois, le livre de Sojourner nous ramène au cœur de l'histoire tragique du peuple Cherokee, comme si chaque indice cherchait à révéler une mémoire volontairement enfouie. En page 695, nous tombons sur les dernières coordonnées présentes dans le livre de Sojourner. Elles nous mènent à Dahlonega, en Géorgie, devant un bâtiment emblématique appelé le Price Memorial Hall. Sa particularité saute aux yeux. Elle est structurelle. Son toit est pointu comme un tipi et il est recouvert d'un éclat doré. Un détail symbolique puisqu'il commémore en fait la première ruée vers l'or survenue en 1828. Ce bâtiment ne servait pas qu'à la mémoire. Il fut utilisé autrefois comme atelier de frappe de pièces d'or. Il était actif de 1838 à 1861. Et ici, souvenez-vous de ce que je vous avais dit en page 0. Gardez bien en tête le nombre 1838. Jusqu'ici, ce chiffre n'était pas particulièrement revenu, mais voilà qu'il refait surface. Ici, presque à la toute fin du livre. Et vous allez voir, ce n'est pas le seul endroit où il va se manifester. En bas de cette même page figure encore un mot en tsalagi, se traduisant cette fois-ci par or ou jaune, et il se prononce Dahlonega. C'est de ce terme que dérive le nom de la ville, Dahlonega. Encore une fois, le livre ne laisse rien au hasard, chaque indice ramène au même fil conducteur, reliant l'or, les Cherokees et ce nombre 1838 qui revient comme une ombre persistante. Sur la dernière page du livre, la 766, qui n'est autre qu'un glossaire, un ultime détail apparaît. Juste à côté du mot Géorgie, un mot en tsalagi est inscrit. Une fois traduit, il donne Tallulah, un nom qui, bien entendu, ne nous est plus inconnu, mais qui reste un mystère. À travers toutes ces découvertes, compilées sur Reddit, Discord et dans la page wiki consacrée à ce mystère, une carte globale a fini par voir le jour. Elle regroupe toutes les coordonnées connues, offrant une vue d'ensemble de l'énigme. Mais attention, tout n'a pas été révélé. Je ne vous ai ici présenté qu'environ 70% des énigmes du livre. Beaucoup de coordonnées restent introuvables, de nombreux indices demeurent inexploités et certaines intrigues dorment encore, enterrées dans l'ombre des pages. En 2020, un an après la découverte du livre de Sojourner, soudainement, les recherches s'essoufflent. L'ensemble apparaît trop obscur, trop labyrinthique. Et bien que des lieux, des symboles et des noms reviennent de manière récurrente, il manque quelque chose, une cohérence globale. Peu à peu, les forums se taisent, les conversations s'éteignent, les enquêteurs, découragés, se dispersent. À l'été 2020, le livre de Sojourner reste donc un mystère. Qu'est-il vraiment? Pourquoi existe-t-il? Quel est son but? Personne ne le sait. Et peut-être plus troublant encore, plus personne n'a le courage d'aller chercher les réponses. Après 2 mois d'absence, alors que plus rien ne semblait se passer autour du livre de Sojourner, un nouveau message surgit sur Reddit. Et c'est un message que je vous ai déjà présenté. C'est celui du fameux papier trouvé, publié le 15 septembre 2020 par l'utilisateur Windy Wendy. C'est cette découverte qui va relancer toute une vague de recherches. Et vous allez le voir, à partir de ce simple flyer, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre devant nous. Nous menons bien au-delà des simples frontières du livre de Sojourner. En premier lieu, c'est grâce à ce flyer que fut mis à jour sur Internet le site crossfiregambit.com. Ce site révélant cette fameuse liste de mots que nous avons déjà croisée à plusieurs reprises dans les pages du livre de Sojourner. Mais ce flyer cache d'autres secrets. Sur son recto apparaît une photo marquée d'un symbole. Et ce symbole porte un nom, l'Appalachian Quilt Trail, que l'on peut traduire par le chemin des courtes pointes d'Appalaches. Ces symboles servent en réalité généralement à signaler des points d'intérêt pour les touristes et sont disséminés ça et là dans les montagnes Appalaches. Entre autres, celui qui figure sur notre flyer correspond précisément à une courte pointe décorative apposée sur la Reed House, une demeure construite en 1906 située dans la ville de Dillsborough en Caroline du Nord. Le texte du flyer, quant à lui, porte un titre, Nightland, et il est tiré d'un poème ancien dont
une seule copie est encore accessible en ligne, via le site Smoky Mountain News. Ce poème, d'origine cherokee, provient du livre La formule secrète des Cherokees, rédigé par un certain James Mooney. Ainsi, l'apparition de ce flyer sur Reddit agit comme une étincelle. C'est lui qui va relancer la machine à enquête d'Internet, réveiller les chercheurs de mystères et replonger toute une communauté dans le labyrinthe sans fin qu'est le livre de Sojourn. Ouais, Rabbit Hole qui ne se trouve pas que dans le livre d'ailleurs, hein, puisqu'il y a eu le site crossfiregambit.com et ce flyer, par exemple. En réalité, il y a bien plus que ce que nous avons déjà vu jusqu'à présent, car dans ce chapitre, nous allons explorer toutes les sources, ou en tout cas une grande partie des sources extérieures au livre, celles qui ont par ailleurs nourri l'énigme et ouvert de nouvelles pistes. Commençons par un site dont je vous ai déjà parlé, crossfiregambit.com. Le nom de domaine fut enregistré le 11 octobre 2019. À l'origine, le site avait un simple fond blanc, avant de devenir par la suite gris foncé. Et là, un détail technique a intrigué les enquêteurs. Le site est structuré en HTML 1.0. Mais HTML 1.0, c'est le tout premier standard de ce langage. Ce format date par ailleurs de 1991. Or depuis, de nombreuses versions se sont succédées. On a eu le HTML 2.0 en 95, le 3.2 en 97, le 4.01 en 99 et enfin le HTML5 en 2014. Alors pourquoi utiliser en 2019 une version aussi ancienne et obsolète? Simple choix esthétique, hasard ou indice volontaire? La question reste totalement ouverte. Mais au-delà de cette structure informatique étrange, quelque chose de plus troublant apparaît. Souvenez-vous du flyer. Je vous avais mentionné qu'au verso, on trouvait des dessins de cartes à jouer. Et plus précisément sur ce flyer, des trèfles. En se tournant vers le site Crossfire Gambit, deux détails sautent aux yeux. Certains mots de la liste sont écrits en rouge, alors que d'autres sont inscrits en blanc. La liste se compose exactement de 52 mots, si l'on exclut bien entendu le mot map, qui se situe en bas de la feuille, mais qui est isolé des autres par un espacement. Vous voyez un peu là où je veux en venir? 52 mots répartis en rouge et en blanc. Exactement comme les 52 cartes d'un jeu classique. Et le parallèle avec les cœurs, carreaux, piques et trèfles n'est sûrement pas un hasard. Retenez bien cette idée. Le jeu de cartes va désormais occuper une place importante dans le mystère de Sojourn. J'avais également évoqué une différence essentielle dans le livre lui-même. Les mots écrits au stylo bille et ceux notés au crayon à papier. En parcourant les pages, on retrouve une multitude de mots, dont nous avons déjà vu plusieurs exemples, écrits au stylo bille. Or, chaque mot inscrit ainsi fait directement référence à des mots qui sont inscrits sur la liste ou sur le site Crossfire Gambit. Mais attention, tous les mots de la liste ne figurent pas eux dans le livre, on peut en trouver ailleurs. Cela signifie qu'un autre canal informatif existe, destiné à compléter les énigmes en ajoutant une masse d'indices supplémentaires. Et ce canal, nous allons bientôt, très bientôt l'aborder. Mais avant cela, il faut évoquer un autre détail, caché dans la liste des 52 mots-clés. Après de multiples recherches, les enquêteurs ont découvert qu'un de ces mots était lié à un site internet. Un mot que je vous ai brièvement mentionné en début de vidéo. Souvenez-vous de la pyramide Murphy, située dans la ville du même nom. La ville de Murphy. Eh bien, je vous avais dit qu'elle portait également un autre nom, Medicine Down. Eh bien, ce mot apparaît dans la liste. Et si on ajoute simplement l'extension .com à ce mot, eh bien, on tombe sur un site totalement minimaliste qui ne présente qu'une seule chose, une photo de cette fameuse pyramide en noir et blanc, avec son surnom inscrit en dessous, Medicine Down. Mais fait étrange, en téléchargeant l'image, eh bien, un détail apparaît. Ce fichier n'est pas un PNG, ce n'est pas un JPEG, mais c'est un point GIF. Et en observant ses propriétés, on découvre sa taille. Un carré de 1838 pixels de côté. 1838. Encore ce nombre, revenu du passé, comme une signature. Mais revenons un instant sur cette date et sur la ville de Murphy. Historiquement, les Premières Nations présentes aux États-Unis furent déportées de force entre 1830 et 1850. Environ, dans ce que l'on appelle aujourd'hui une tranche de l'histoire qui porte un nom, la Trail of Tears, ou le chemin des larmes. Et à Murphy, dans la ville de Murphy où vivaient les tribus Cherokees, cette tragédie a eu lieu en 1838. Et comme j'aime le dire, hasard, je ne crois pas. Maintenant, revenons à notre site internet et à cette image en noir et blanc de cette fameuse pyramide de Murphy. Car derrière son apparente simplicité, eh bien, se cache un secret. En la passant sous Photoshop, en inversant le noir et blanc puis en ajustant les contrastes, des mots dissimulés apparaissent de part et d'autre de la structure. Sur la partie gauche, on peut lire Johanna, Ophélia, écrit ici avec un F et non pas un PH, Tallulah et enfin Bibi. Sur la partie droite, ce sont d'autres noms. Rosa, White Alice, Jenny, Bambino, Yves, Iris et Tokoa. Tous ces mots nous sont déjà familiers, nous les avons rencontrés à travers le livre ou la liste Crossfire Gambit. Alors, pourquoi les rassembler ici autour de cette pyramide? Eh
Eh bien, personne ne le sait encore, mais une chose est certaine, ce n'est certainement pas anodin. Et les découvertes ne s'arrêtent pas là, car une nouvelle pièce du puzzle va surgir, cette fois bien en dehors du cadre du livre. Le 25 décembre 2022 sur Twitter, un hashtag attire l'attention, le hashtag Crossfire Gambit. Il est lancé par une certaine Wendy Dominique. D'après son profil, Wendy aurait 56 ans et aurait créé son compte Twitter en 2019. Pourtant, elle n'utilise ce hashtag qu'une seule fois au travers de plusieurs posts mis en ligne le même jour, le jour de Noël 2022. Et puis, plus rien. Joyeux Noël! Eh ben en effet. Comme un étrange cadeau de Noël, Wendy Dominique partage sur Twitter une série d'images, toutes plus troublantes les unes que les autres. Chacune est associée à un hashtag, lui-même lié à un mot présent dans la liste Crossfire Gambit. Et ces images demeurent encore aujourd'hui inexpliquées pour la plupart. Mais elles auront suffi à relancer le mystère du livre de Saut de Johanna à grande échelle. Derrière ce geste se cachent pourtant deux détails intrigants. Premier détail. Le 15 septembre 2020, une certaine Windy Wendy publiait par hasard, la photo d'un flyer retrouvé dans la Maggie Valley. C'est le flyer dont je vous ai parlé en début de vidéo. 2 ans plus tard, en 2022, apparaît une autre Wendy, mais cette fois-ci sur Twitter, c'est celle qu'on vient de voir. Simple coïncidence que ces deux personnes portent le même prénom, Wendy? Ou sont-elles la même personne? Second détail, une découverte plus récente, datant elle de 2024, ajoute une nouvelle couche au mystère. Voici ce qu'il en est. Pas sûr que quelqu'un ait déjà remarqué ça, ni même si c'est important ou vrai. Dominique Wendy, le compte Twitter de Wendy Dominique, est en quelque sorte une anagramme de Medicine Down. Alors ici, pourquoi l'auteur de ce commentaire parle-t-il d'une sorte d'anagramme alors que c'est un anagramme parfait? Je ne le sais pas, je pense qu'il s'est juste trompé. Mais peu importe, une fois qu'on l'a vu, effectivement le lien saute aux yeux. Wendy Dominique est bel et bien l'anagramme de Medicine Down. Mais Wendy Dominique n'est qu'une pièce du puzzle, car une autre figure majeure dans cette enquête va faire avancer les choses. Spotlight 25. On le retrouve à la fois sur Reddit ainsi que sur Discord, où il est devenu au fil du temps une sorte de chef d'orchestre des recherches autour du livre de Saut de Johanna. Le 30 novembre 2023, Spotlight 25 publie un message sur Reddit. Nouveau flyer trouvé. Il y a quelque temps, j'ai demandé sur le subreddit d'Asheville si des flyers y étaient apparus. Et j'ai reçu ces deux images en réponse. Effectivement, quelques semaines plus tôt, le 28 octobre 2023, il avait en effet posté sur le @Asheville une question simple. Avez-vous vu ces flyers? Un inconnu lui a alors répondu en privé, lui envoyant la photo d'un nouveau flyer. Et ce flyer est différent du premier que nous avons vu, puisque celui-ci représente le bâtiment d'une loge maçonnique située dans la ville de Murphy. Sous l'image, une phrase est inscrite, un extrait d'un poème d'une certaine Linda Hogan intitulé Trail of Tears, Our Removal. Encore une fois, le spectre de l'histoire refait surface, le Trail of Tears, ce chemin des larmes, qui, rappelons-le, débuta à Murphy en 1838. Au verso du flyer, un symbole apparaît, le symbole de pique issu d'un jeu de cartes à jouer, tout comme les trèfles que l'on retrouvait lors du premier flyer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 5 mars 2024, Spotlight 25, encore lui, publie un nouveau message sur Reddit. Les deux derniers flyers envoyés à moi et à Salty Noodle par courrier par Ricky. L'image sur le flyer avec les carreaux fait probablement référence à Medicine Down. L'image sur le deuxième flyer représente un petit ensemble de ruines sur la route de la tour de quai de Johanna Bald. Deux nouveaux flyers venaient donc compléter la série. Si les premiers étaient associés au trèfle et au pic, il ne manquait plus que le cœur et le carreau. Eh bien le premier de ces nouveaux flyers montre une photo de... excusez-moi l'accent, Rudbeckies hérissée, qui est une fleur utilisée dans la médecine traditionnelle des Amérindiens, notamment par les Cherokees. Sous l'image figure encore une citation, cette fois c'est un poème de March Tyndall, dont aucune copie par ailleurs n'existe sur internet. Au verso, on retrouve quoi? Eh bien le symbole des carreaux, accompagné de plusieurs mots provenant de la liste de Crossfire Gambit. Aux côtés de deux de ces mots, que sont Rosa et Ophelia, est estampillée une rose. Un utilisateur de Discord, BigTimeDunshine666, enquête sur ces indices et découvre qu'en fait cette rose, ce n'est pas qu'un simple dessin. On la retrouve en réalité sous forme de graffiti. 9 au total, situés dans un tunnel du parc des Great Smoky Mountains. Et ce n'est pas tout. Le même graffiti a aussi été repéré près de la tour Johanna Bald, peint sur un cabanon. Le quatrième flyer, quant à lui, ou le second des nouveaux flyers, correspond au symbole de cœur. Sur son recto, une photo d'une vieille maison de pierre abandonnée, située non loin de la tour de guet de Johanna Bald. En dessous, encore un extrait poétique, cette fois issu d'un ancien recueil Cherokee, intitulé The Cherokee Perspective. Sur chacun de ces flyers, au verso, on retrouve systématiquement un symbole de carte à jouer, associé à des mots spécifiquement provenant de la liste Crossfire Gambit. Par exemple, le mot Corona est associé à la dame de pique. Le mot Red Barn correspond, lui, au 10 de carreau.
En clair, chacun des 52 mots reliés au livre ou au site trouve son équivalent dans un jeu de cartes complet. Un système à la fois simple et terriblement sophistiqué. Mais ce n'est pas tout, car il me reste un dernier secret à vous révéler. Il me reste donc un dernier secret à vous révéler, accompagné de 2 autres plus petits mais tout aussi intrigants. Ce secret fut mis en lumière par l'utilisateur de Reddit Mayday Monkey le 26 juillet 2019. Voici ce qu'il dit. Hey mec, je suis un lecteur de longue date de la page Sojoana que tu as lancée. Je trouve ça vraiment fascinant et c'est une super manière de passer le temps quand je m'ennuie au boulot. En goulant des trucs au hasard et en regardant des cartes, j'apprends pas mal de choses sur l'histoire et tout ça. Bref, c'est fun. Mais cet après-midi, en cherchant sur Google, Crossfire Gambit, Project, Movie, j'ai trouvé quelque chose. Là se place un lien YouTube. Tu as vu ça? C'est quoi ce bordel? C'est à la fois exaspérant et flippant. J'espérais que tu pourrais éclaircir un peu ça, ou au moins le présenter au groupe pour voir ce qu'ils en pensent. Je vais rarement sur internet, et j'étais même plutôt réticent à créer ce compte Reddit. Mais je me suis dit que c'était plutôt important. J'habite à Asheville, près de Biltmore. Donc pour moi, c'est vraiment super fun. Avant de plonger dans la découverte de ce jeune homme, je veux souligner un détail qui m'a vraiment troublé. Mayday Monkey dit habiter Asheville. Or, souvenez-vous, Spotlight 25 est lui aussi lié à cette ville. Ça, on peut le voir, puisque sur Reddit, c'est le seul arrobase de ville américaine qu'il visite de manière régulière. Et c'est sur cet arrobase Asheville qu'il avait posté une demande sur un groupe local de la ville d'Asheville où il avait demandé si quelqu'un avait vu le flyer. Et une personne d'Asheville, justement, avait répondu avec la photo d'un flyer qu'il lui avait envoyé en privé. Alors encore une fois, coïncidence totale, coïncidence géographique, peut-être. Mais comme je le répète depuis le début, hasard, je n'y crois pas, et je vous dirais même, je n'y crois plus. Maintenant, revenons à ce lien partagé par Mayday Monkey, qui mène en effet sur YouTube, vers la chaîne d'un certain Ricky McCristen. Et ce nom, vous le connaissez déjà. C'est le même Ricky qui avait envoyé les flyers manquants par la poste à Spotlight 25. Et Ricky a créé sa chaîne le 21 avril 2019, soit seulement 2 jours après que SendJunkie Einstein ait révélé au monde le livre de Sojoana le 19 avril 2019. Depuis, sa chaîne compte 22 vidéos et est toujours active, toutes liées de près ou de loin au mystère. Et une chose est claire, ces vidéos débordent de détails permettant de faire avancer l'enquête, ajoutant toujours plus de couches à l'intrigue. Sa bannière de chaîne n'est évidemment pas choisie au hasard. Elle renvoie directement à un mystère dans le mystère dont je vous ai déjà parlé, les Georgia Guidestones. Certains utilisateurs ont même vu un parallèle entre le nom Ricky McCristen et celui de l'homme derrière la construction des Guidestones, Robert C. Christian. Personnellement, je reste assez sceptique sur ce rapprochement, l'orthographe n'étant pas la même, mais je vous laisse juger. La première vidéo de Ricky est intitulée Jam, un mot qui vous dit forcément quelque chose. C'était l'une des inscriptions gravées sur le fameux cube du Guidestone. Ce fameux cube où on trouvait 16, 24, MM et Jam. Michael Massanelli prétendait alors en être l'auteur, expliquant que Jam correspondait au diminutif de sa femme. Mais si Michael avait tout inventé? Et si le cube, au lieu d'être un délire personnel, s'inscrivait en réalité dans un réseau d'indices plus vaste? Difficile de ne pas s'interroger, surtout quand on découvre que Ricky a tagué certaines vidéos d'un seul et unique tag, Georgia Guidestone. Alors je ne vais pas ici détailler chacune des vidéos, mais sachez qu'elles recèlent 2 types de contenus essentiels. On retrouve des photos de lieux, comme par exemple les fameux graffitis de Rose qu'on retrouvait dans le tunnel, et surtout on retrouve des cartes à jouer, sur lesquelles sont inscrites presque systématiquement des coordonnées. Grâce à ces vidéos, un système cohérent, je vous rappelle que la cohérence, c'est ce qui manquait à cette histoire, commence enfin à émerger. Sur un site nommé rhobart.com, un schéma récapitulatif a par ailleurs été établi pour mieux comprendre de quoi il en retourne. Sur ce schéma, qui est un tableau, on peut s'apercevoir que chaque mot de la liste Crossfire Gambit correspond bel et bien à une carte à jouer, que chaque carte à jouer est associée à une coordonnée et que chaque coordonnée mène à un lieu précis désigné comme étant un indice que l'on retrouve pour la plupart dans le livre de Sojoana. Ces lieux par ailleurs se divisent en 3 grandes catégories. On retrouve les antennes radio, omniprésentes dans le livre, l'université d'Augusta, plusieurs fois évoquée, et enfin des lieux rattachés à la culture Cherokee et à son histoire comme la fameuse ville de Murphy par exemple. Tout cela est désormais visible sur une Google Map partagée, consultable via Reddit, Discord ou encore rhobart. Et ce schéma ramène toujours à un point central, la chaîne des Appalaches, véritable cœur géographique et spirituel de l'énigme. Mais revenons au code.
comme ceux par exemple de la page 636 et 515. Et c'est là où vous allez voir que parfois les liens sont fous. Ils furent décryptés entre autres grâce à une source extérieure, la vidéo intitulée Zébulon que l'on retrouve sur la chaîne de Ricky. Dans cette vidéo, un jeu de 52 cartes nous est montré, carte par carte. En plaçant les mots du Crossfire Gambit selon l'ordre d'apparition de ces cartes, on obtient une liste réorganisée. Chaque première lettre forme alors une suite. Certaines cartes dans la vidéo sont par ailleurs présentées à l'envers. Et bien si on enlève ces cartes, on se retrouve alors avec 26 caractères. Et avec 26 caractères et 26 lettres dans l'alphabet, eh bien on peut faire du décryptage. Et pour faire du décryptage, eh bien il faut utiliser un chiffrement qui s'appelle le chiffrement de Wigner. Ainsi, certains codes du livre livrent un message que je vous ai déjà donné en début de vidéo qui disait 4 and 7 born, hidden reveals the cave of Princess Tokoa. Par contre, ce que je ne vous avais pas dit à ce moment-là, c'est que ces fameux 4 et 7 cachés, eh ben vous les connaissez sans le savoir. En fait, ils correspondent aux 4 mots cachés à gauche et aux 7 mots à droite de la photo de la pyramide de Murphy sur le site medicinedown.com. Ces mêmes mots qui se sont dévoilés une fois passés à la moulinette de Photoshop. Pourtant, malgré tout cela, personne n'a encore découvert l'endroit caché, la fameuse grotte dont il est fait mention dans cette phrase mystique. Ricky, lui par contre, a laissé un indice en commentaire sur sa chaîne, un indice important. Les cercles dans lesquels tu t'es récemment aventuré sont immobiles, virtuels, Google Earth et tout ça. Si tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Par à l'est, par au nord, par à l'ouest, par au sud, profites-en durant une journée, donne de la valeur à ton cheminement. Achète-toi une nouvelle paire de chaussures de rando, fais une vidange, rends visite à nos bibliothèques locales, arrête-toi pour jeter un œil aux plaques historiques, mais ne va pas traîner au beau milieu de la nuit dans un parc national sous une nouvelle lune, à moins que tu veuilles croiser un visage familier. Malgré un certain côté cryptique de sa phrase, il nous donne ici un avertissement limpide. Si vous voulez comprendre le mystère du livre de Sojoana, il faut sortir de derrière vos écrans. Car les réponses, semble-t-il, se trouvent dans le monde réel et pas uniquement dans les pages du livre ou les pixels d'un site internet. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Des explorateurs ont par ailleurs enfilé leurs chaussures de randonnée et ont suivi ces coordonnées et ont rapporté de nouveaux symboles, de nouveaux lieux. Mais les grandes questions demeurent. Que veut ce livre et son auteur? Pourquoi avoir bâti quelque chose d'aussi complexe? Y a-t-il seulement une finalité à tout cela? Les spéculations, elles, vont bon train. Pour certains, il s'agirait d'un code caché par la CIA, notamment à cause de la mention Top Target en page 512-513. Pour d'autres, ce serait plutôt une chasse au trésor, à la manière de la chouette d'or que l'on retrouvait en France. Le trésor final serait alors une princesse Cherokee, qui serait non pas une personne, mais un objet précieux. Plus sombre encore, certains imaginent que tout cela serait l'œuvre d'un tueur en série, qui chercherait à indiquer l'emplacement de ses victimes qu'il aurait rebaptisé Princesse Tokoa. Enfin, beaucoup évoquent encore et comme toujours l'idée d'un simple ARG, un simple jeu de piste en ligne. Mais à cette hypothèse, Ricky McChristen a déjà répondu. Sous un commentaire affirmant que tout cela n'était qu'un ARG, Ricky va écrire ceci. C'est quelque chose d'antérieur à la création du mot ARG. Alors, qu'est-ce que le livre de Sojoana? Un code d'espionnage? Une chasse au trésor, une œuvre artistique hors norme ou une version 2.0 du légendaire Cicada 3301, ce test de recrutement numérique qui déjà dépassait les frontières du simple jeu? La vérité pour l'instant reste hors de portée. Et comme toujours avec le livre de Sojoana, une certitude persiste, ce n'est pas un hasard, jamais. Pourquoi certaines personnes pensent ça? Je parlais de son lien avec Cicada 3301. Eh bien, deux éléments principaux ont conduit certains à rapprocher le mystère de Sojoana à Cicada 3301. La première raison vient d'un ancien tweet de Wendy Dominic, dans lequel elle avait partagé un lien pointant vers un des mystères de Cicada. Malheureusement, le lien a aujourd'hui disparu et il est donc impossible de savoir précisément de quoi il s'agissait. La seconde raison vient du nom complet de la chaîne YouTube de Ricky, Ricky McChristen 3302. Et ce petit 3302 accolé à son pseudo a mis la puce à l'oreille de beaucoup. Comme si, après une version 3301, celle de Cicada, nous serions en présence d'une version 3302, celle du Sojoana. Mais selon Ricky lui-même, ce nombre n'a rien de mystérieux. Il aurait simplement été attribué automatiquement par YouTube lors de la création de sa chaîne, et rien de plus, c'est lui qui le dit. Au final, dans toute cette histoire, trois protagonistes se dessinent. Nous avons Ricky McChristen, Sen Junkie-Einstein et enfin cette énigmatique Wendy. Alors la question demeure, s'agit-il de la même personne? Tout cela provient-il d'un seul et même esprit? Auquel cas nous serions vraiment face à un véritable génie? Ou un véritable fou? Ou bien s'agit-il d'un petit groupe coordonné guidant notre regard vers des pistes qu'ils veulent que nous suivons pour des raisons qui leur sont propres? Vers où veulent-ils nous emmener? Et surtout, pourquoi?
C'est ici que va se terminer cet épisode, ce long épisode de l'étrange voyage, et c'est peut-être ici que va débuter pour vous votre propre intérêt pour cette étrangeté d'Internet. Car ce que vous avez découvert aujourd'hui ne représente, je vous le dis, qu'une infime partie des énigmes et mystères gravitant autour du livre de Sojourner. Oui, il existe en effet encore bien d'autres détails, bien d'autres pistes, et peut-être encore bien d'autres secrets que je ne vous ai pas dit. Sur ce, merci de m'avoir accompagné tout au long de ce nouvel étrange voyage. Prenez soin de vous, partagez, commentez, et maintenant, je veux dire, boostez, si vous voulez, la vidéo, si elle vous a plu, et à la prochaine. Ciao. Et au passage, tu leur as dit qu'on avait un Patreon et que le lien était en description de la vidéo? Alors non, je n'ai rien dit puisqu'il a en fait pas tout à fait encore mis sur pied. Mais cela ne devrait pas tarder. Ah oui, ok. Bon à votre demande, puisqu'on nous l'a réclamé souvent en commentaire, un Patreon va être ouvert prochainement. Et sur ce, moi je vous dis bye, ciao, à la prochaine, et prenez soin de vous et surtout, soyez curieux. C'est important.